Je vais vous résumer ce livre, le régime hormones. On va plonger dans le monde fantastique des glandes endocrines, essayer de définir les manques potentiels et puis apporter quelques réponses. On regarde la table des matières, on va introduire le sujet, essayer de voir à travers certains tests quelles hormones pourraient dominer chez chacun d'entre nous, voir les conséquences de déséquilibre sur le cerveau et la santé en général, approfondir un petit peu les déficits hormonaux, voir l'aspect physique qui effectivement peut aussi parler de nos manques, et puis enfin la partie principale du livre sur la nourriture qui peut apporter des rééquilibrages hormonaux, avec à la fin des idées de menus sur 2 semaines pour pouvoir apporter des réponses à tout ça. C'est un livre de 300 pages, une édition de 2018, écrit par Thierry Hertog, qui est médecin spécialiste des thérapeutiques hormonales et anti-âge. En introduction, il nous dit de ne pas être fataliste, car effectivement, quand nous prenons de l'âge, on entend souvent dire que ce qui nous arrive c'est normal, c'est dû à l'âge. Eh bien, c'est pas du tout ce qu'il nous explique. Pas mal de choses peuvent être mises sur le compte d'une problématique de déficit hormonal ou de surabondance hormonale pour certaines. Et donc l'objectif du livre, c'est principalement d'améliorer le bien-être général et de restaurer d'une manière naturelle l'équilibre optimal des hormones en jouant sur les aliments qui le régulent. Dans la première partie, il veut nous aider à déterminer notre profil hormonal. Tout d'abord, on va introduire les hormones. Donc les hormones sont des molécules sécrétées par des glandes endocrines. C'est donc un messager biologique qui agit avec une grande précision et à une vitesse impressionnante. Elle va sélectionner des cellules cibles auxquelles vont être destinés certains messages. Et il va aborder comme ça une vingtaine d'hormones que l'on retrouve ici résumées sur ce dessin. Et comme il nous dit, cette liste pourrait être bien plus longue, il y a bien plus d'hormones que ça et on en découvre encore tous les jours. Donc voilà, on est face à un système complexe, une espèce de symphonie qui coordonnerait en permanence, de jour comme de nuit, tous les organes du corps. Tout part de l'hypothalamus, situé à la base du cerveau. Celui-ci reçoit en permanence les signaux du système nerveux central. Et en fonction de tous les messages reçus, il produit un type d'hormone qui gagne directement l'hypophyse, qui est située juste en dessous. Et à son tour, l'hypophyse sécrète une dizaine d'hormones différentes qui vont pouvoir exercer une double action, soit directe, soit indirecte. De manière directe, par exemple, l'hormone de croissance qui va pouvoir agir directement. Et de manière indirecte, elle stimule d'autres glandes endocrines comme la thyroïde, les surrénales, etc. Et la variation dans le sang d'un taux hormonal produit des effets biologiques qui sont signalés par le système nerveux à l'hypothalamus afin que celui-ci rétablisse l'équilibre. Donc on est dans une boucle de rétroaction permanente. Donc on se rappelle de la complexité de tout ça, chaque seconde, grâce aux hormones, 60 000 milliards de cellules s'échangent dans l'organisme des informations très complexes. Et en général, le rôle de l'alimentation sur la communication hormonale reste trop souvent sous-estimé. Il nous parle brièvement des examens sanguins, en nous disant qu'une évaluation fondée uniquement sur un bilan sanguin passerait presque toujours à côté d'un déficit hormonal qui pourrait être évident à l'œil averti d'un médecin. Et souvent, au-delà des premiers examens sanguins de base, il est souhaitable d'avoir des examens complémentaires. Un autre exemple pour montrer la complexité par rapport aux hormones thyroïdiennes, l'hypothalamus va commencer à déverser dans le sang de la TRH, qui elle-même va stimuler la sécrétion de TSH, qui va pouvoir se fixer sur la thyroïde. Et à ce moment, la thyroïde stimulée par la TSH pourra délivrer des hormones thyroïdiennes, surtout sous la forme de T4, qui est quasiment inactive, qui devra aller vers le foie. Au passage, ça sera une protéine de transport qui va pouvoir emmener cette T4 vers le foie. Et si le foie est en bon état, il pourra transformer la T4 en T3, la forme active des hormones thyroïdiennes. Et cette T3 va reprendre sa protéine de transport pour être distribuée jusqu'auprès des cellules. Et dans les cellules, cette hormone T3 sera très importante puisqu'elle pourra être responsable de l'apparition de nouvelles protéines
au sein de la cellule et aussi d'activer les mitochondries, nos centrales énergétiques, sans lesquelles on ne pourrait pas fonctionner. Donc voilà, il faut que tous ces niveaux fonctionnent correctement pour que l'on ait un bon fonctionnement de la thyroïde et en tout cas de ses produits finaux que sont la T3 par rapport à toutes nos cellules. Et le bémol, c'est que l'examen sanguin aujourd'hui ne vérifie que 2 de ces 8 étapes. Après, l'auteur nous parle de valeurs normales ou valeurs optimales. En final, les valeurs normales sont prises aujourd'hui comme des moyennes des analyses faites sur les différentes personnes qui demandent des analyses sanguines. Les valeurs normales sont donc des moyennes de personnes qui ont certains troubles physiologiques ou physiques. Après, il aborde une vie plus saine, il nous parle du stress en disant qu'un stress prolongé augmente le besoin d'hormones tout en diminuant leur production par l'organisme. Ce qui est paradoxal mais entraîne dans un cercle vicieux. Il nous dit aussi que notre environnement a sa part de responsabilité quant aux problématiques endocriniennes, tant à l'extérieur avec les champs électromagnétiques, l'usage intensif des pesticides, les pollutions automobiles, etc., qu'à l'intérieur avec tous les meubles traités avec des produits toxiques, les tapis, les revêtements de sol synthétiques, l'air conditionné, etc. Bien sûr, il aborde les perturbateurs endocriniens. Il nous met en garde contre la paraffine chlorée, utilisée dans les vernis, les plastiques et les caoutchoucs, les phtalates, que l'on va retrouver dans de nombreux plastiques, mais aussi les vernis à ongles ou les parfums, les dioxines qu'on retrouve présentes un peu partout, et bien sûr les pesticides. Sans oublier les installations électriques des habitations. Il a été confirmé de manière expérimentale que le champ magnétique diminue la production de mélatonine. Sachant que la mélatonine est vraiment très importante, elle contrôle l'activité du système immunitaire et, en capturant les radicaux libres qui pourraient endommager nos cellules, s'oppose aux altérations de l'organisme. C'est pour cette raison qu'elle peut protéger du cancer ainsi que de certaines maladies neurologiques dégénératives, comme Parkinson ou Alzheimer. Il nous apporte donc quelques mesures de précaution qui apportent des avantages immédiats. Avant de dormir, éteignons nos portables, débranchons la télé, l'ordinateur ou tout autre appareil électrique présent dans la chambre. On a aussi montré que le taux des hormones peut augmenter si on reçoit une bonne nouvelle. Et il en ira de même chez quelqu'un qui cultive les idées positives. On arrive au chapitre 2, quelles sont les hormones qui dominent chez nous ? Voici un exemple à propos du cortisol. On va parler déjà de l'aspect d'un point de vue physique, que ce soit au niveau du visage, du corps, de la peau, mais aussi du caractère. Et donc on aura ce genre de tableau à remplir pour pouvoir avoir un total et pouvoir estimer si a priori on serait plutôt en manque normal ou en excès de cortisol. Donc c'est déjà ici un bon moyen de se comprendre un peu mieux, d'avoir les moyens de rentrer avec ce genre de questionnaire assez simple dans le sujet et de lire le fonctionnement du cortisol et ce que cela peut avoir comme impact sur notre physionomie et physiologie. Et voilà dans ce chapitre toutes les manques qui sont traités sous cette forme avec ce genre de questionnaire, de résultats et d'explications complémentaires. Dans le chapitre 3, on parle des conséquences des déséquilibres hormonaux sur le cerveau. En fait, si tout est équilibré, on se sent merveilleusement bien. Et là encore, on va éviter de sous-évaluer un symptôme en déclarant qu'on doit faire avec. Comme en plus on a été habitué à rechercher à l'extérieur de nous la cause d'un problème, eh bien là on nous propose de rentrer un peu plus en nous pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Avec par exemple le cas du manque d'énergie. Si le matin on a du mal à se lever et dans la journée on éprouve souvent le besoin de faire une pause, on manque peut-être d'hormones thyroïdiennes. Ou par ailleurs, s'il suffit d'un petit stress pour qu'on se sente sans énergie, les jambes flageolantes, on peut manquer de cortisol, etc. Et il en sera de même sur le chapitre 4 où on va aborder les conséquences des déséquilibres hormonaux sur la santé. Et voilà, en résumé ici, la partie impact sur le cerveau, qui va être décrit comme ça sur chaque thème pour voir quel type d'hormones pourrait être déficiente, et le chapitre 4 sur la santé en général. Dans le chapitre 5, on va aborder quelles sont les hormones qui pourraient être déficitaires chez nous, comme par exemple ici avec le manque potentiel en DHEA, avec les conseils indiqués en cas de carence de cette hormone. Et voici la liste des différents manques qui sont traités dans ce chapitre. Dans le chapitre 6, on parle de notre physique qui en dit long sur nos hormones. Et on nous propose d'apprendre à décoder les signes d'une carence.
L'auteur nous dit les personnes laides n'existent pas. Il n'y a que des personnes ayant un niveau hormonal déséquilibré. Avec par exemple ici les signes de manque de mélatonine, avec un visage plutôt ensommeillé et prématurément vieilli. Et on va retrouver un schéma comme ça pour les différents manques potentiels. Dans le chapitre 7, on rentre dans le vif du sujet avec manger différemment pour équilibrer vos hormones. Il nous dit que chacun d'entre nous présente tôt ou tard des manques et même parfois des excès hormonaux. Et il nous dit que ceux-ci sont partiellement ou totalement corrigibles par l'alimentation. Bien sûr, il dit comme beaucoup que la plupart des régimes sont en général très préjudiciables au fonctionnement hormonal. Et aussi à savoir que le surpoids n'est pas la conséquence directe et unique d'un apport calorique excessif. Donc vis-à-vis du fonctionnement hormonal, un aliment ou une boisson peut être soit bénéfique, utile pour la santé, soit neutre, ni bon ni mauvais pour la santé, soit dommageable, agissant comme une substance toxique. Alors pourquoi notre alimentation est inadaptée ? La conversion à l'agriculture a apporté des glucides complexes au détriment des protéines. Et il insiste, et ça fait plaisir à entendre, que ces céréales devraient être utilisées après avoir été préalablement germées. Pourquoi ? Parce qu'un grain de blé, par exemple, renferme des inhibiteurs enzymatiques et des substances toxiques servant à bloquer les réactions à l'intérieur de la graine, pour éviter une germination trop hâtive. Manque de chance, la plupart de ces facteurs sont antinutritionnels. Ils ne seront pas complètement détruits par les cuissons et ils vont perturber notre assimilation. Parenthèse, n'oublions pas qu'entre ce que l'on mange et ce que nos cellules peuvent utiliser, il y a une étape importante qui est la digestion et l'assimilation. Il faut que les produits passent à l'intérieur. Donc germination et enfin le gluten. Sujet abordé dans d'autres vidéos, mais effectivement le gluten reste une problématique à part entière. Puis vient le problème des produits laitiers. Il nous dit que le lait n'est pas adapté au système digestif de l'homme adulte en général. Il favorise la prolifération de levures qui vont être capables de s'agglomérer dans l'intestin en de plus grandes structures appelées mycoses. Alors voilà, il nous invite à s'inspirer du régime des chasseurs-cueilleurs en prenant plus de protéines. Et quand il parle de protéines, il parle de la qualité de ces protéines. Et il indique donc que celles d'origine animale sont plus complètes d'un point de vue des acides aminés qui vont être présents. Et donc différentes familles d'hormones vont être directement impliquées par cette alimentation un peu plus carnée. Mais bien sûr, ceci devrait toujours provenir de produits frais non transformés industriellement et être mangés crus ou cuits à basse température. Mais aussi ne jamais être associés à des aliments indigestes comme les céréales non germées. Et il nous dit donc que dans ces conditions, viande et poissons ne sont pas néfastes. L'autre conseil, c'est d'avoir de bonnes graisses qui sont indispensables au maintien de l'équilibre hormonal. Donc ici, il nous indique l'huile d'olive, le beurre clarifié, le jaune d'œuf cuit à basse température ou cru. Il nous rappelle que la controverse sur les graisses saturées est une fausse controverse. Et bien sûr, on n'oubliera pas les oméga 3. Puis il nous invite aussi à consommer plus de légumes et de fruits pour leur apport en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. Donc la plupart des régimes classiques sont insatisfaisants pour le régime hormonal. La plupart du temps, il manque de bons gras et c'est primordial pour les constituants de les futures hormones qui vont pouvoir être produits par le corps. Il nous cite deux régimes qui pour l'instant ont fait leur preuve. Il parle du régime zone et du régime méditerranéen. Le régime zone propose d'augmenter la part de protéines avec un rapport qui serait autour des 40% de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides à chaque repas. Et bien sûr, il nous détaille un peu le régime méditerranéen. Et là, je vous renvoie à ma vidéo spécifique sur ce régime. Alors, quels sont les grands principes du régime hormones ? Eh bien, en tout premier, il nous parle de diversifier nos aliments. Il nous dit que la diversité est primordiale, et pas seulement pour apporter à l'organisme tous les nutriments nécessaires. L'idéal serait de ne jamais manger un même aliment plus de 2 fois par semaine. Et là, il nous parle de tous les mécanismes présents pour passer de la digestion puis à l'assimilation. Cela fait appel à des enzymes digestifs qui ont besoin aussi de se renouveler. Il nous dit par exemple de prendre chaque jour un petit déjeuner différent. Puis il nous dit moins de céréales, de laitage et plus de viande, de fruits et de légumes. Donc les céréales, ça serait maximum 2 fois par semaine, en privilégiant celles qu'on peut faire germer. Il nous dit que si on a un grand appétit, on peut augmenter la quantité de protéines, en nous disant dans tous les cas de prévoir des protéines d'origine animale à chaque repas, avec un apport journalier d'environ 160 à 300 grammes.
Bien sûr, éviter les produits laitiers, leurs effets sur les hormones sont extrêmement néfastes. Un petit rappel sur consommer des aliments frais et naturels, fruits et légumes frais de saison et de préférence bio. Un conseil de ne pas mélanger les fruits avec d'autres aliments pour éviter les problèmes digestifs dus à l'action simultanée d'enzymes opposées. Potentiellement, cela peut provoquer des troubles digestifs, des fermentations intestinales, des intolérances, des lourdeurs, une mauvaise haleine, des ballonnements, etc. Un autre conseil, essayez de manger de bonne heure le soir, avec tout l'impact des productions hormonales, mélatonine et hormones de croissance. Et puis bonne nouvelle, et c'est toujours bien de le dire et de le répéter, comme il dit, vous pouvez vous autoriser 2 journées libres par semaine. Côté boisson, il nous dit de privilégier l'eau plate. Il nous dit aussi de choisir les bonnes graisses, en disant que l'idéal serait de varier les huiles de qualité, huile de colza, de sésame, de noix, de lin, etc. Côté cuisson, on est invité à opter pour une cuisson saine, en nous rappelant que par exemple manger une cuisse de poulet ou un steak cuit à forte température équivaut en termes de toxicité à la fumée d'une dizaine de cigarettes. On aura donc tout intérêt à préférer les marinades, les cuissons à la vapeur ou les cuissons au four à basse température. On pourra aussi éviter les plats en aluminium et tous les supports anti-adhésifs ou en émail qui seront abîmés. Il réinsiste sur le cholestérol, indispensable pour produire des hormones sexuelles, progestérone, testostérone, oestradiol, etc. En rappelant aussi l'intérêt du jaune d'œuf qui doit rester le plus cru possible, en tout cas d'éviter les œufs durs par exemple. Et aussi le conseil un peu classique, mais de bien mastiquer pour toujours pouvoir améliorer cette digestion et aussi se sentir rassasié avec ces fameuses 20 minutes qui sont nécessaires pour ressentir la satiété. Et on peut aussi jeûner de temps en temps. L'idéal serait de manger 5 soirs par semaine et de jeûner 2 soirs. Le jeûne aura un effet dépuratif et stimulera la production de cortisol, qui au passage pourra accélérer la dégradation des graisses. Jeûner le soir permet aussi au pancréas de se reposer. Et au passage, il nous dit, faites chaque jour 30 à 40 minutes d'activité physique. Et bien sûr, restons zen. Le stress peut fortement perturber l'équilibre hormonal. Donc voilà les grandes lignes du régime hormones. Et puis, il va nous montrer après le régime hormones adapté à différents profils en fonction de nos carences. Donc voilà ce chapitre 7 qui nous a rappelé ce qu'était le régime hormones. Et puis, toutes les différentes carences potentielles avec des indications adaptées en fonction des carences potentielles. On arrive maintenant à la dernière partie, ce chapitre qui nous dit comment envisager 2 semaines de menu pour retrouver une bonne santé hormonale. Là, on aura des propositions assez détaillées dont je prends l'exemple du lundi. Alors, j'ai supprimé tous les détails puisqu'à chaque fois il y a la recette complète qui détaille chaque chose. Et donc on trouvera un petit déjeuner différent pour chacun de ces 15 jours. Ce genre de conseils aussi à chaque fois adaptés au plat proposé. Des exemples rappelés aussi sur comment bien digérer les noix, avec le fait de les faire tremper. Un autre exemple ici à travers ce plat dans lequel le riz va être trempé, puis mis à germer. Et au passage, qu'on parle de régime hormones ou autre, c'est quelque chose que je conseille depuis très longtemps maintenant. Et on aura comme ça tous les jours de la semaine, avec à chaque fois des grandes variétés, des idées de recettes qui sont intéressantes, qui sont bien détaillées. Puis nous aurons aussi une dernière partie sur des exemples de menus journaliers pour augmenter telle ou telle production hormonale, avec par exemple ici pour la mélatonine. Voilà, j'en arrive à mes conclusions personnelles. Le système endocrinien fait partie des systèmes les plus importants pour notre santé, avec aussi le microbiote et son écosystème intestinal. Cependant, ce système endocrinien fait partie des plus méconnus du grand public. Et c'est vrai qu'il est aussi un peu complexe, donc un peu rebutant parfois. Et justement, ce livre permet de prendre connaissance avec les hormones principales, donc une vingtaine, et leurs actions sur notre fonctionnement de tous les jours et de toutes les nuits. Et au travers des informations apportées, on réalise qu'une bonne partie de nos problèmes de santé peuvent être dus à des dysfonctionnements hormonaux dont les causes peuvent être multiples, avec l'alimentation en première ligne et les perturbateurs endocriniens en bonne position aussi. Alors on peut se laisser entraîner par les tests pour déterminer notre profil hormonal, la liste des manques probables en fonction de la problématique que l'on rencontre,
mais je pense que le plus utile sera de nous mettre sur la voie du chapitre traitant de manger différemment pour équilibrer nos hormones, et bien sûr aussi de quelques conseils d'hygiène de vie associés. Et si on parle de régime, pour une transition, cela pourra être utile, mais il ne faudrait pas appliquer sur le long terme la répétition exacte des menus proposés. Surtout que l'auteur insiste bien en nous disant de varier. C'est vrai que je m'y retrouve dans ce livre, car même si l'on aborde le côté complexe du fonctionnement endocrinien, dont en plus je pense que notre compréhension en est à son balbutiement, on retombe sur nos pieds avec des conseils qui rejoignent beaucoup de ceux déjà abordés dans les lectures que j'ai présentées dans mes vidéos. En notant bien qu'ici, c'est écrit par un médecin spécialiste des thérapeutiques hormonales et anti-âge. Voilà pour le résumé de ce livre.